Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Sofiane Chouari et je suis... en fait, je vais pas dire qui je suis parce qu'aujourd'hui, j'ai un invité d'honneur et c'est elle, la star du jour. C'est elle qu'on va découvrir. Donc, j'ai le plaisir de rejoindre et de prendre la parole cette fois-ci pour le podcast Au cœur des choses. Et j'aimerais vous présenter une personne avec qui j'ai fait un podcast il y a peu de temps et qui m'a fait dire des choses que je n'avais jamais dites de façon très naturelle, de façon très spontanée. Donc j'avais envie de la mettre en lumière aujourd'hui. Bonjour Kaina. Bonjour Sofiane. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Ça va super, merci. Donc aujourd'hui on inverse les rôles. T'es au courant ? C'est toi qui vas répondre un petit peu à mes questions, c'est toi qu'on va découvrir. J'ai l'immense honneur d'avoir reçu cette invitation de la part de ton papa et d'y avoir répondu favorablement, donc je le remercie aussi. Merci Samy. Mais je vous en prie, avec plaisir. Donc aujourd'hui, on fait un petit entretien à tête, qu'est-ce que t'en penses ? Ouais. Super. Est-ce que tu peux te présenter, Kaina ? Moi je m'appelle Kaina, j'ai 9 ans et demi et j'ai un podcast avec mon papa qui s'appelle Au cœur des choses. C'est quoi tes passions ? Donc tu parles de créativité, tu aimes l'art, tu aimes la littérature. Est-ce que tu as d'autres passions ? La lecture. Ok. C'est quoi tes livres ? J'ai vu que tu m'avais apporté des petits livres aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus ? Des livres que j'ai apportés ? Ouais, à mon avis, c'est tes livres favoris, c'est ça ? C'est plusieurs livres que j'aime beaucoup, parmi D'accord. mes préférés. D'accord. Bon, alors en premier j'ai pris Les Royaumes de Feu. Ok. C'est un livre que papa m'a acheté il y a pas longtemps. D'ailleurs, tout à l'heure, il m'a offert le tome 2 en tant que cadeau d'amitié. Donc, c'est un livre pour enfants qui parle d'un royaume de dragons. Et le numéro 1, c'est la prophétie. Parce que c'est une prophétie des Serres de la Paix qui dit que les 5 dragons nés pendant la nuit la plus claire, ils pourront arrêter la guerre. Attends. Ils l'ont écrit quelque part dans le livre, la prophétie. Elle est quelque part par là. Elle est là, la prophétie des dragonnets. Tu peux nous la lire ? D'accord. Allez, c'est parti. Alors, quand la guerre aura duré 20 longues années, viendra le temps des dragonnets. Quand la terre sera de sang et de larmes imbibées, viendra le temps des dragonnets. De tous les œufs, celui des ailes de mer sera le plus bleu. Au sommet de la montagne, très haut, celui des ailes du ciel sera le plus gros. Quant aux ailes de nuit, ils viendront à vous sans bruit. Dans la terre, des ailes de boue, au fond, repose l'œuf couleur sang de dragon. Enfin, caché à l'abri des reines rivales, se trouve l'œuf des ailes de sable. Des 3 reines flammes, fièvre et fournaise, 2 mourront et l'autre apprendra que si un destin plus haut, elle veut bien accepter, au pouvoir des ailes de feu, elle accédera. 5 œufs écloront par la nuit la plus claire. 5 dragons nés pour mettre fin à la guerre. L'obscurité fera place à la lumière. Voici venu le temps des dragonnets. C'est très intéressant, dis donc. Oui. Ça ressemble pas à un thème que tu aimes bien ? Non, mais j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Parce qu'il y a quelqu'un dans ma classe qui était en train d'en lire un. Donc, ça avait l'air bien. Et puis après, quand il m'a emmené à la librairie, j'ai retrouvé ce livre et il avait l'air trop cool, alors j'ai pris. Moi, ce que je vois, c'est qu'on parle encore d'arrêt de guerre et de la paix dans ce livre. Ouais. C'est quelque chose qui te tient à cœur aussi ? Oui, et dans le 2, c'est la princesse disparue. Parce que Tsunami, l'aile de mer qui est dans la prophétie, c'est la princesse disparue en fait. C'est une princesse qui a disparu. Ses parents, ils vivent dans son château comme ça et ils pensent qu'elle a disparu et ils essayent de la retrouver mais ils n'y arrivent pas. Donc dans le 2, ils la retrouvent. Enfin, elle retrouve sa mère, la reine Corail. Son père, ils en ont pas encore parlé dans le résumé. Ok, ils en parlent moins que toi en tout cas. Ton père t'en parle un peu plus, pour le coup. Oui, moi je parle de mon père, parce qu'il est... il est là. Mais son père, si Gallimard nous entend, en tout cas, vous avez une personne qui peut bien faire la pub de vos livres. Hein. Elle s'appelle Kaina, c'est très bien. Ton deuxième livre que tu nous as apporté, c'est quoi ? Et en tout cas, tu as vu que ça parle aussi de paix, ce livre. Oui. C'est un livre fantastique, mais ça parle quand même pas mal de paix. Oui. On reste dans le thème. Donc après, comme on en a parlé tout à l'heure, j'ai ramené une farouche liberté.
C'est une BD qui parle de Gisèle Halimi. D'accord. D'ailleurs, j'en ai lu une petite partie tout à l'heure. Ok, tu peux nous en lire une petite partie ? D'accord. Le début ou là où je m'en étais arrêtée ? Le début. Oui, le début. Parce qu'au début, son père, il voulait pas accepter qu'il avait eu une fille, parce qu'à l'époque, il préférait avoir des garçons. D'accord. Alors il a attendu 3 semaines pour annoncer la naissance de sa fille. Ah, Et il intéressant. mentait. Quand les gens ils lui demandaient c'est quoi le prénom de ton enfant, est-ce que c'est une fille ou un garçon, il disait qu'elle n'était pas encore née. Donc là, il me semble qu'elle est à la retraite, dans la première page, et elle parle de son métier, elle raconte comment c'était. Qu'est-ce que j'ai aimé ce métier ? Était-ce d'ailleurs un métier ? J'y ai mis toutes mes forces, mes tripes, ma passion. J'y ai mis ma vie. L'injustice m'est physiquement intolérable. Je l'ai lancée un jour à la tête d'un magistrat qui a été choqué par ma véhémence. Mais c'était un cri du cœur, presque un cri de douleur. La rage que je ressentais remontait à très loin. L'injustice de naître fille, injustice de naître pauvre, injustice d'un destin assigné par ma condition. Non, non et non. Ce monde était mal fait, il fallait tout changer. C'est ainsi que j'ai choisi d'être avocate. Le droit serait mon instrument, les mots mes principaux alliés, et je transformerai le monde en plaidant, rien de moins. Vous souriez, le monde ne vous paraît toujours pas juste ? C'est vrai, je ne m'y résigne pas, et je compte bien sur vous pour continuer le combat. Mais suivez-moi d'abord en Tunisie. C'est là, dans ce qui était encore un protectorat français, que tout a commencé. La Goulette, Tunisie, 27 juillet 1927. Édouard, tu as une fille ? Une très mignonne petite fille, Mabrouk. Merci. Mon père mettra 3 semaines avant d'annoncer ma naissance. Une fille, c'était une catastrophe. Alors, Édouard, toujours rien ? Non, Fritna n'a pas encore accouché. Quelle nouvelle, monsieur Taïeb ? Aucune, Karim, mais bientôt, bientôt. Comment s'appelle le bébé, Édouard ? Il n'est pas encore arrivé. Une fille, j'arrivais pas à m'y faire. L'anecdote, 1000 fois racontée, devint légende familiale. Elle résonnait pour moi comme un glas. J'étais née du mauvais côté, ainsi commença l'aventure. But, Gisèle ! Bravo, t'es la meilleure ! On s'en refait une ? Non, Skander, on va se baigner. Le premier à la bouillie. C'était pas ton tour, Marcelo. Gisèle, laisse ton frère tranquille et viens laver le carrelage. Ok, merci beaucoup. Ça t'évoque quoi le début ? Le fait qu'elle ait un papa qui ne voulait pas avoir une fille ? En fait, c'est comme il veut. S'il préférait avoir un garçon, c'est son avis, mais je pense que ça, il aurait dû le garder pour lui. Et en plus, c'est pas très sympa de dire que son enfant, il est pas né. C'est comme si t'avais honte de lui. Il avait honte de le dire, alors il l'a pas dit. Mais c'est pas bien. Et puis, aussi au tout début, elle disait qu'elle avait mis toute sa force dans ce métier. C'est qu'elle l'a aimé, c'est qu'elle a adoré ce métier. Alors moi, je trouve que c'est bien. Et puis le dernier passage que je viens de lire, quand elle a dit quand il l'a dit, laisse ton frère tranquille et viens laver le carrelage, c'est pas juste, parce que si lui il peut jouer aux billes pendant qu'elle lave le carrelage, c'est pas juste. Il faut que chacun fasse sa part. Parce que les gens ils ont tendance à croire que c'est toujours les filles qui font le ménage et la cuisine et toutes les corvées, parce que les hommes ils pensent qu'ils ne sont pas obligés de le faire et que c'est que les femmes qui doivent le faire, alors que c'est pas juste. Aussi, elle a fait sa grève de la faim parce qu'elle en avait marre de servir ses frères, et pendant que eux ils restaient à table comme ça, et de débarrasser et de nettoyer, de tout laver, elle en avait marre, alors elle a fait une grève de la faim. Et puis ça a fonctionné. Elle avait quel âge ? Elle avait 10 ans, je crois. C'est incroyable. Et puis papa, il m'avait acheté plein de petits livres, Les Grandes Vies. Et il y en avait un sur Gisèle Halimi.
Et ils disaient qu'ils avaient accroché un truc à leur porte où il fallait faire un bisou tous les matins avant d'aller à l'école pour pouvoir avoir des bonnes notes. Et Gisèle, elle y croyait plus. Et un jour, elle est partie à l'école sans faire le bisou, en faisant exprès. Et elle est revenue à la maison avec une bonne note, pendant que ses frères et sœurs ils continuaient à faire le bisou. Donc elle l'a pas fait, parce qu'elle y croyait plus, et ça a fonctionné. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a été rebelle, Gisèle? C'est comme s'il y avait des règles, et qu'elle n'avait pas voulu les respecter. C'est comme si quelqu'un avait écrit une histoire, et il avait dit oui, ça c'est une histoire vraie, il faut que tout le monde la lise, et que pour elle, cette histoire, elle était fausse, donc elle avait décidé de la réécrire. Donc voilà, elle a décidé de se battre contre les idées qui n'étaient pas justes, parce que je crois qu'au début, tu disais aussi que ce qui la rendait le plus fou, c'était, ce qui la rendait vraiment folle, c'était l'injustice. Oui. Et donc pour toi, c'est une injustice de dire que ses frères devaient jouer aux billes et pendant qu'elle devait laver le carrelage. Oui. Ou faire en tout cas toutes les corvées. Oui. Et au début du livre, elle a dit aussi qu'elle avait... Elle a écrit... Enfin, il y avait écrit qu'une fois, elle a dit devant le juge que pour elle, l'injustice, c'était... comment elle avait dit déjà ? Physiquement intolérable. Et que le juge, il avait été choqué. Alors que normalement... Ça devrait être normal pour le juge que l'injustice, pour elle, ce soit physiquement intolérable. Parce que c'est physiquement intolérable, l'injustice. Mais le juge, il était quand même choqué. Donc voilà. Il aurait dû trouver ça normal parce que c'est vrai, l'injustice, c'est pas normal. Et personne ne devrait subir l'injustice. Moi, je suis d'accord avec toi. Si un jour tu veux un assistant, quand tu seras juge, je serai là. Je pourrais même balancer plein de choses au visage des gens qui veulent pas le comprendre, comme Gisèle Halimi. J'ai vu que tu avais apporté un 3e et dernier livre. Oui. C'est quoi ? Ça s'appelle Kif Kif Hier de Faiza Again. D'accord. Parce qu'au début... Kif Kif, K-I-2-F-E. Oui. K-I-2-F-E, hier. Oui. Ok. Et parce qu'au début, quand elle avait 17 ou 19 ans, elle a écrit un livre qui s'appelle Kif Kif Demain, qui parle d'une jeune fille qui s'appelle Doria et qui a 15 ans. Ok. 20 ans après, du coup, elle nous refait voyager avec Doria, mais du coup 20 ans après. Donc là, Doria, elle a 35 ans. D'accord. Et elle va replonger dans certaines histoires du passé et nous raconter quelques histoires du présent. D'accord. Donc Kif Kif Demain, c'était Doria quand elle avait quel âge ? 15. Elle avait plus que ça, non ? Non, elle avait 15, Doria. Et dans Kif Kif Hier ? Elle en a 35 et elle a un enfant. Ok. Et elle a été mariée, mais elle a divorcé. Pourquoi t'as choisi ce livre de Faiza Genan ? De Faiza Gen. Si Faiza, tu nous entends, je suis désolé d'avoir déformé ton nom. Elle va peut-être l'écouter, Faiza. De Faiza Gen. Donc, c'était quoi la question déjà ? Pourquoi tu as choisi de nous apporter ce livre et de nous en parler ? Oui, en quoi il est important pour toi ? Donc, au tout début... T'as oublié un tout, je crois. C'est pas grave. Donc cette année, en début d'année, milieu d'année, je connaissais pas du tout Faiza Again. D'accord. Je savais pas qui c'est. Quand papa il en parlait, je sais pas qui c'est. À un moment, papa il a mis un podcast de Kira Mameri, D'accord. qu'on a reçu à l'épisode 3. Ouais, j'ai écouté. Oui, et elle a fait un épisode avec Faiza Again. D'accord. Donc papa et moi et Kélia, on a écouté dans la voiture en allant à Menton. Et après, papa il m'a parlé, il m'a dit oui, Faiza Again elle est incroyable, regarde, j'ai acheté son livre, je l'ai commencé, tu pourras le lire après si tu veux. Et donc je l'ai lu, je l'ai commencé. Et il y avait une rencontre littéraire avec Nadia. Nadia, c'est une fille qui tient un podcast qui s'appelle Jamais sans mon livre. Ok. Vous pouvez l'écouter. Et, bonjour à Nadia du podcast Jamais sans mon livre. Oui. Et du coup, on est allé à la rencontre littéraire. Et le jour même où on y était allé, j'avais pas encore fini le livre. Et quand on était au café, j'ai lu la toute dernière page. Et c'était extraordinaire. Et après, c'était tellement bien la rencontre que j'ai eu l'impression que ça avait duré 10 minutes, alors que ça a duré 1h30. Et donc du coup, après, ça, elle l'a écrit en 2004, le Kif Kif Demain. Le jour où on était allé à la rencontre littéraire, c'était parce qu'elle avait sorti, Kif Kif Hier, que j'ai apporté ici. Elle allait en parler avec Nadia.
Donc elle en a parlé et tout, alors que je l'avais commencé et que je n'avais pas fini. Et d'ailleurs, j'ai toujours pas fini. Donc voilà, il était super pour moi et j'avais envie de vous le faire découvrir. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire alors avec cette rencontre, avec cette écrivaine, ou en tout cas son C'est œuvre? qu'à chaque fois qu'elle raconte une histoire, elle parle d'un sujet, de son histoire, et après, elle parle d'un truc qui va la faire rebondir sur un autre sujet. Et du coup, on voyage avec elle, comme si on était dans un avion. Donc pour l'instant, j'ai noté quelques petits passages. Oui, j'aimerais que tu nous lises quelques passages qui t'ont juste marqué. avant, parce que la fin, j'ai pas encore noté, puisque j'ai pas encore lu. D'accord. Donc j'ai noté 5 passages qui, pour moi, sont mes préférés de ce que j'ai lu pour l'instant. Et t'as envie de nous faire partager ça? Exactement. Super, on t'écoute. Donc c'est pas dans l'ordre chronologique, C'est des tranches de vie, on va dire. Voilà. Mais si vous voulez, je vais essayer de faire dans l'ordre chronologique. Le premier, je crois, c'est celui-là. D'accord. C'est le tout début du chapitre 3. Ok. C'est la première page du chapitre 3. Ok. On t'écoute. Donc, elle parle de sa maman. Je l'accompagne chez Alain à Flelou, alors qu'elle n'est toujours pas capable de prononcer le nom de ce célèbre opticien. Elle dit Afflou. Et pour une enseigne spécialisée dans la vue à flou, c'est tout de même cocasse. Bon, ok, la vanne ne fait rire que moi. L'humour 1, Doria 0. Quand la vendeuse a déballé le paquet avec les lunettes pour les faire essayer à ma mère, j'ai découvert qu'elle avait choisi une monture carrée et des verres fumés. Moi qui l'ai conseillé en mon absence. Mais qui l'a conseillé en mon absence? Le styliste de Jeff Dahmer? Je tente de garder bonne figure et de ne pas être comme la France en Afrique, c'est-à-dire intrusive. Après tout, ce sont ses goûts et je dois les respecter. Je n'ai pas mon mot à dire, même si c'est sur mon compte bancaire que sa mutuelle est prélevée chaque mois. Si elle a envie de ressembler à un serial killer des années 80 ou à un enquêteur de la police marocaine, c'est son droit le plus strict. Psartek, maman, elle te vend trop bien. Après tout, ce que cette femme a fait pour moi, il est impératif qu'elle sorte d'ici en se sentant merveilleuse. C'est tout ce qu'elle mérite. Je lui mens pour la bonne cause. Je ne dis rien non plus quand au lieu d'utiliser les AirPods que je lui ai offerts, elle persiste à coincer son téléphone contre sa joue dans son hijab. Bon, ok. Ce ne sont pas des vrais AirPods, mais plutôt un plagiat disponible sur Amazon pour la modique somme de 19,90 €. Je tiens à dire que j'ai commandé les mêmes pour moi et qu'ils fonctionnent. Ils sont aussi performants que les originaux. Je peux carrément entendre les salariés de l'usine qui les fabriquent à Shenzhen quand ils toussent. J'accepte même qu'elle porte des ballerines sans chaussettes alors qu'on n'est plus en 2011. Bref, je l'aime comme elle est. Bien sûr, peu importe où je me trouve, avec qui et qu'est-ce que je suis en train de faire, si ma mère m'appelle, je décroche. Voilà. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses de ce passage? Qu'est-ce qui t'a donné envie de le lire, celui-ci en particulier? Il est drôle. Parce que, en fait, elle fait une blague. Elle a un flow. Ouais. En fait, elle a fait une blague. Elle pense que la blague, elle fait rire que elle, alors que je t'ai entendu rire. Donc, pour moi, c'est drôle. Elle fait passer sa mère avant tout. Alors, ça t'a marqué? Oui, parce que moi aussi, je l'adore, maman. Et puis, on peut aussi remarquer que, malgré tout, même si ça peut être marrant, on ne juge jamais. Et ça, c'est intéressant. Oui. Ensuite, là, c'est vraiment un des moments que je préfère le plus. C'est sur un cycliste. On va se régaler alors. Ouais, c'est trop bien. Allez, vas-y. Alors, cette fois-ci, c'est le début du chapitre 5. Ok. Alors oui, je sais, rien d'original dans ce que je vais vous raconter. J'aurais sincèrement aimé vous faire une mise à jour plus glorieuse du type « Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants ». Moi-même, bien qu'étant une personnalité assez fantaisiste, je n'échappe pas à la tragédie statistique. Dois-je rappeler qu'à Paris, un mariage sur 2 se solde par un divorce? Oui, à Bondy aussi. Le chiffre est le même. Ne vous moquez pas. Paris-Bondy, à peu de choses près, c'est pareil, je vous dis. Si vous ne me croyez pas, allez voir de vos propres yeux ce qui s'y passe. Réveillez-vous les loulous, la gentrification a fait son œuvre. De nouveaux immeubles poussent à vue d'œil sur la Nationale 3 et on trouve même des magasins bio avec des étalages de légumes défigurés et hors de prix. Je ne parle pas des pistes cyclables qui longent le canal et qui ont attiré leur lot de pédaleurs fous. D'ailleurs, moi qui suis de nature plutôt calme, l'autre jour j'ai eu une altercation avec l'un d'entre eux.
un type que Dieu a doté d'un extraordinaire culot. Vous voyez un peu ce style de cycliste exaspérant, avec son casque en polycarbonate, aux sangles réglables et son arrogance d'ex-parisien mal adapté. Bref, tout ce qu'il y a de plus basique. Je vous fais facilement son portrait. Il s'appelle Fred ou Steph, un des deux. Disons Fred. Depuis 3 ou 4 ans, il commence à grisonner un peu, juste assez pour s'imaginer qu'il gagne en charme et que ça lui donne des airs de George Clooney. À vrai dire, c'est une fille un peu bourrée qui lui a dit ça un soir, en boîte, et lui, il l'a cru. Fred porte un parfum ambré l'été et un autre aux accents plutôt boisés en hiver. Le matin, il boit son café latte dans un gros mug sur lequel il est inscrit « Pur beau gosse » et qui lui a été offert par ses anciens collègues à son pot de départ. Ça l'avait beaucoup déçu, il croyait être plus apprécié que ça. Il avait plutôt imaginé recevoir une ceinture Hermès, mais tant pis, il a gardé la tasse. Depuis, il reste en retrait au travail. Il a compris la leçon. On ne mélange pas boulot et amitié. Fred est plutôt en bonne forme physique. Il se permet donc de prodiguer des conseils diététiques et de vanter les mérites de son lifestyle. Merci beaucoup. Tu nous en dis un peu plus sur ce passage ? Qu'est-ce que tu as retenu ? Bon, alors normalement c'est pas tellement le passage que je voulais lire. Je crois que je me suis trompée de passage, mais c'est pas très grave. C'est pas grave. Qu'est-ce qui te marque dans ce passage ? Qu'est-ce qui t'a plu ? Alors normalement, le passage que je voulais vous lire, c'est en fait, donc elle était dans sa 107 rouge, elle était en train de conduire, et Fred le cycliste, il était en train de faire du vélo. En fait, ils sont entrés en collision, et du coup, elle a fait toute une histoire, et elle lui a crié dessus. Elle a dit oui, mais pourquoi tu me dis ça ? En fait, c'est toi, qu'est-ce que tu fais là ? D'ailleurs, je crois que c'est à la fin du passage. Elle commence à lui crier dessus, et elle s'énerve parce qu'ils sont entrés en collision. Et elle dit que c'est de sa faute, parce que c'est lui qui a mal tourné, ou blabla. Ou alors c'est elle qui roulait sur la piste cyclable. Je sais plus, c'est écrit quelque part ici. Donc voilà, elle s'est énervée. Ah voilà, c'est là. Elle a crié, c'est toi qui n'as rien à faire là, barre-toi d'ici, avec ton casque et ton vélo électrique avant que je te roule dessus. Voilà. Comment tu la trouves dans ce qu'elle décrit ? Doria ? Ouais. Bah, elle exagère quand même un peu. Parce qu'il y a des passages où elle exagère, mais c'est quand même drôle quand elle exagère parce qu'elle s'énerve. Et c'est drôle de la voir s'énerver comme ça, pour un rien, comme ça. Voilà. C'est comme un passage là que je vais vous lire avec Bruno, l'ex-beau-père. Elle s'énerve toujours pour rien, mais c'est drôle et j'aime bien ça. Pourquoi tu crois que les gens s'énervent pour rien ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'énervent pour rien. Moi-même, je m'énerve pour rien parfois. Mais parce qu'ils dramatisent et en fait, ils pensent comme ça que c'est toujours eux qui ont raison. Parce que quand quelqu'un lui dit « Non, t'as tort, c'est moi qui ai raison », c'est juste rien, t'inquiète, tu peux admettre que t'as tort. Et ben, il veut pas admettre qu'il a tort parce qu'il est persuadé qu'il a raison. Donc du coup, il va s'énerver contre l'autre pour que l'autre, il admette que lui, il a tort. Pour faire son Fred. Oui, voilà. Est-ce que tu penses pas que parfois, quand on réagit de façon disproportionnée, ça cache quelque chose de plus profond ? Bah, des fois, oui. Peut-être un mal-être ou peut-être une personne qui a subi des choses dans son passé, qui a décidé de dire stop, un peu comme Gisèle Halimi. Oui. Des fois, on s'énerve comme ça. Des fois, on est face à quelqu'un qui s'énerve pour une toute petite chose, et on se dit, mais pourquoi il s'énerve pour ça, en fait ? Alors qu'en fait, il s'énerve à cause d'autre chose. Par exemple, si quelqu'un meurt, par exemple, imaginons, là, ma mère, elle vient de mourir et je viens de divorcer, et mon enfant, il aime plus l'école. Voilà. Et que je suis toujours triste comme ça, les gens ils me disent, mais qu'est-ce qu'il y a ? Et moi, je leur dis, oui, t'inquiète, ça va. Et qu'après, il fait tomber mon bracelet par terre. Bah, tu vas lui crier dessus, tu vas dire, oui, non mais t'es fou, tu vas me le repayer, mon bracelet. En fait, tu t'énerves juste pour un petit bracelet, mais ta colère, elle vient pas que du bracelet. Elle vient d'autre chose, que t'as besoin d'exprimer. Mais que On appelle ça une frustration. Oui, voilà. Et effectivement, souvent, les gens qui crient beaucoup, ou qui se plaignent beaucoup, c'est qu'ils ont quelque chose de plus profond en eux qui les ronge. Tu sais, comme une petite tumeur ou un petit cancer qui les ronge. C'est pour ça que la communication, c'est super important. Oui. Tu nous lis un dernier passage, ton passage préféré ? Ah oui. Alors, je crois qu'il est là. Ah, c'est celui-là.
Pas la peine de me dire que j'exagère. J'ai quitté cette machine à broyer qu'on appelle l'école il y a plus de 15 ans et je suis toujours en état de stress post-traumatique, incapable de savoir combien de temps il va encore me falloir pour consoler mon enfant intérieur. Échec scolaire. J'ai décidé de l'écrire en majuscule pour vous faire prendre conscience de la violence des mots qui ont été posés sur ma petite tête sans vouloir m'apitoyer sur mon sort. Bref, rude année. Après le départ de mon père, je dois avouer que Nabil m'a beaucoup aidé à prendre confiance en mes capacités. Il m'a fait progresser et j'avais enfin quelqu'un à qui parler en dehors de Madame Burlot, la psychologue, qu'on m'envoyait consulter 1 fois par semaine. Ah, la thérapie. J'y reviendrai. En tout cas, petit à petit, j'ai fait tomber mes défenses avec Nabil. Parce qu'au début, souvenez-vous, je ne pouvais pas l'encadrer. Déjà qu'il avait la réputation d'être un bouffon au collège, alors c'est vrai, je ne peux pas dire non plus que je faisais partie des filles populaires, mais Nabil, c'était pire. Super. Qu'est-ce que tu retiens de ce passage que tu nous as lu ? Ce que je retiens, c'est que, en fait, à l'école, personne l'aimait, Nabil, mais comme c'était le plus intelligent, il aidait toujours Doria pour faire ses devoirs. Et elle l'aimait pas... elle l'aimait pas trop. Elle le trouvait pas très... Comment dire ? Populaire, cool. Oui, elle voulait pas trop être son amie. Et puis en fait, elle a fini par tomber sous son charme, petit à petit. Elle s'y attendait pas du tout. Parce que lui, à l'époque, il était un tout petit peu amoureux d'elle. Sauf que elle s'en rendait pas compte. Et du coup, quand il l'a embrassée, elle s'y attendait pas du tout. Et du coup, comme elle le savait pas, elle était choquée et elle s'y attendait pas. Elle a considéré ça comme une agression. Et puis en plus, elle le dit un peu après ce passage que l'année juste après, 1 an après, la classe d'après, dans les couloirs, il baissait la tête quand elle le regardait et il lui disait plus bonjour. Il venait plus l'aider à la maison et il s'en était éloigné. Elle trouvait ça inadmissible que lui, il tombe amoureux d'elle, qu'il lui fasse subir une agression, entre guillemets, et que juste après, il lui parle plus comme s'il s'était rien passé. Et elle a trouvé ça choquant. Mais c'est pour de faux ce qui s'est passé, je crois. Et donc, du coup, elle a carrément cherché sur Internet. Ok. Donc, voilà. Et à ton avis, j'ai juste une dernière question, si tu le permets. Mais vas-y. Qu'est-ce qui a fait qu'elle est aussi tombée amoureuse de Nabil ? Comment Nabil a réussi à la charmer, d'après toi ? Petit à petit, à force qu'ils viennent 1 fois par semaine, de le voir 1 fois par semaine, qu'il aide dans les voir, qu'il fasse des blagues, qu'il lui sourise, qu'il fasse des câlins et tout. Elle a fini par... comment dire ? Par tomber sous son charme. Oui, c'est comme si... il y a une personne, il va acheter quelque chose dans un magasin et il voit le vendeur. Et le vendeur, c'est Doria. Et il tombe un peu amoureux. Et après, il part. Et après, quand la personne le revoit, petit à petit, il essaye un peu de la charmer. Et du coup, il commence avec ses blagues, il fait exprès de mettre du parfum, de ramener du couscous... Au poisson ? Oui. Avec de la harissa ? Oui, d'ailleurs, dans un passage, elle dit... elle l'a appelé le couscous à la petite sirène. Et du coup, elle a fini par tomber sous son charme de toutes ces gentillesses qu'il lui faisait. Les gentillesses. Oui, C'est ça le secret. Oui, il apportait du couscous, il se mettait du parfum, il lui souriait, il lui faisait des blagues. Et il la soutenait. Oui. Voilà. C'est un bon mélange, je pense. Mais ses parents, ils sont... Sa mère, elle se vante trop. Parce que eux, comme c'est des vrais Français, parce que la maman de Doria, elle est marocaine. D'ailleurs, Doria aussi, elle est marocaine. Elle a passé toute sa vie au Maroc, donc elle parle pas très bien français. Alors que la maman, elle est tunisienne et elle a passé toute sa vie en France. Alors elle commence à parler avec du langage de Molière et à donner des noms de la guerre ou des années 1900. Et pour se vanter. Pour montrer, ouais, moi je suis une vraie Française, toi t'es une Marocaine, je parle mieux que toi, regarde. Et donc elle se vante. Son père, il fait la cuisine. Ensuite, il la porte. Donc il se vante. Et c'est pas bien. C'est pas bien. C'est aussi une forme d'injustice. Oui.
Elle va chez la maman et elle dit oui, regarde, mon fils il est trop intelligent. Elle apporte son bulletin, elle le montre à la maman. Alors que elle peut pas trop se vanter de sa fille parce que elle est en échec scolaire. C'est dommage qu'on voit pas tes mimiques. J'ai bien aimé les petites manières. Oui, alors c'est dommage, c'est dommage. C'est pas encore filmé. Kaina, j'aimerais te remercier du temps que tu m'as accordé. J'aimerais vraiment te dire merci beaucoup pour ta sensibilité, ta franchise, parce que je trouve que tu as été extraordinaire. Merci. Tu as parlé avec le cœur et c'est le plus important des langages. Moi, je dis que c'est le langage universel. Donc, j'aimerais te remercier. J'ai encore 2 petites choses à te demander. Oui. Parce que je crois que c'est la tradition dans votre podcast avec ton papa. Hein. Oui. Moi, tu me l'as fait, alors je vais te le faire. J'aimerais que tu puisses définir ou choisir la chanson sur laquelle on va se quitter. Ouh là là. Ouh là là. Ouh loulou. Alors, au tout début, Ouais. j'avais oublié qu'on faisait ça, donc j'étais pas prête à cette question. Mais après, dans la Moi, j'ai voiture, pas oublié. je m'en suis souvenue et j'ai réfléchi. Ah, Dieu merci. Ça s'appelle 4e mur. D'accord. C'est une chanson que papa il écoute souvent dans la voiture depuis pas mal de temps. Mhm. C'est de Mehdi Desila et Sofiane Pamar il fait la mélodie au piano. Et le tout début, quand personne chante, quand on entend que Sofiane Pamar, c'est trop bien. Et je veux que l'épisode se finisse avec ça. On se quitte là-dessus ? Oui.